Constellation Software, qui est probablement aujourd'hui la meilleure entreprise canadienne en termes de performance pour les actionnaires depuis son introduction en bourse, est en train de vivre son pire drawdown depuis le début de son histoire, depuis qu'elle est cotée en bourse, avec un moins de 35%. On peut voir que le maximum qu'elle ait pu avoir était autour de moins 25%. Même en 2008, pour tout dire, et même pendant la crise, la pandémie, il n'y a pas eu un drawdown aussi élevé. Et malgré ce drawdown, on est en surperformance par rapport aux 5 dernières années du S&P 500, où Constellation Software a performé à 128% contre 89%. Donc, est-ce que ce drawdown représente une opportunité pour les investisseurs, ou alors est-ce que la baisse est vraiment justifiée et il faut sortir de l'action ou ne pas y investir si vous ne l'avez pas encore en portefeuille? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce deep dive. Donc la méthode d'analyse qu'on va utiliser, c'est la méthode du triptyque boursier. C'est celle que j'utilise pour toutes les entreprises que j'ai en portefeuille et qui me permet de réaliser une surperformance également tous les ans avec mon portefeuille. Donc c'est simple, on se base sur 3 grands piliers. On va analyser les chiffres, on va analyser le moat, le business, l'avantage compétitif de cette entreprise, et ensuite on finira par une valorisation de celle-ci pour savoir à quel prix c'est intéressant de l'acheter. Donc voilà toute la présentation globalement. On va rentrer détail par détail dans chacune des cases. Si vous voulez accéder à cette présentation que vous avez devant vous, si vous voulez télécharger le support, envoyez-moi Constellation Software à guillaume@financeoptimal.com pour que je vous l'envoie en répondant à votre email directement. Vous envoyez le lien pour télécharger cette présentation. Donc envoyez-moi Constellation Software par email pour que je vous envoie cela. La première chose qu'on va aller regarder, ce sont les chiffres. Donc ici, les chiffres avec mon tableur que j'utilise pour scorer les entreprises, on a une note de 80%. Pourtant, quand on regarde dans Margin, ceux qui utilisent Margin ou des différents logiciels, on se rend compte que là, on est noté à 58. Donc, qu'est-ce qui explique la différence entre le 58 qu'on a ici et le 80 dans mon tableur? C'est que dans mon tableur, je peux ajuster les chiffres, et pour Constellation Software, il faut faire un ajustement qui est de calculer tout ça avec le free cash flow. Parce que si on regarde, le chiffre d'affaires, lui, a une croissance de plus de 20% par an depuis plus de 10 ans. Les bénéfices nets par action, 17% par an. Free cash flow, 21% par an. Donc, c'est une entreprise qui va générer plus de cash flow que de net income. La raison, c'est que avec toutes les appréciations, les amortissements, les dépréciations, eh bien ça varie, c'est beaucoup plus volatile. On peut voir ici l'évolution du net income et du free cash flow. On va se rendre dans le net income. On peut voir comment il évolue. Il est quand même relativement volatile. Okay. Alors que si on se met sur le free cash flow, on va avoir beaucoup plus de stabilité. Okay, et une croissance qui sera beaucoup plus saine, beaucoup plus stable, et on a un cash conversion qui est beaucoup plus élevé là-dessus, parce que c'est une entreprise, étant donné qu'ils vendent des softwares. Le business d'un software, c'est on encaisse l'argent et on fournit le service après. Donc d'un point de vue comptable, c'est pas les mêmes micmacs, c'est pas les mêmes histoires comptablement parlant. Donc ce genre d'entreprise, il faut surtout le regarder sur base de free cash flow, c'est ce qu'il y a de plus important. Et on peut voir que depuis qu'ils sont cotés en bourse, donc depuis 2000, alors ils ont été cotés en 2006, mais on a les résultats depuis 2004, et bien on a un free cash flow qui a évolué de 29% par an. On a un chiffre d'affaires, qui est la courbe, je pense, par excellence qu'on voudrait voir dans tous les business, une croissance de 25,8% par an du chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez exceptionnel, et le tout pour sans diluer les actionnaires. Si on regarde le nombre d'actions en circulation, on n'a pas de dilution des actionnaires. Alors, on a eu cette dilution en 2006 qui est due à l'IPO, à l'introduction en bourse, mais après ça, nous n'avons pas eu de dilution d'actionnaires pendant plusieurs décennies. Et la raison à cela, c'est tout simplement une excellente allocation du capital. Ils vont faire les acquisitions majoritairement grâce au cash flow généré par les acquisitions précédentes, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de diluer les actionnaires, donc de lever des fonds grâce aux actionnaires. Et secondo, ils n'ont pas utilisé beaucoup de dettes parce qu'ils sont endettés par rapport à l'EBITDA à seulement une fois l'EBITDA, ce qui est très convenable. Quand on regarde les marges opérationnelles, elles sont à 5%. Il y a 5 ans, 9,45%. Donc ça, on pourrait dire que ce n'est pas terrible. Sauf que si on adapte au free cash flow, si on prend la marge du free cash flow, on était à 29% il y a 5 ans et aujourd'hui, nous sommes à 18%. C'est la même chose qu'il y a 10 ans. Donc 18% de marge de free cash flow, c'est très très bon et on apprécie beaucoup.
Pour la rentabilité, pareil, ROIC, ROCE, c'est pas terrible. Ok, on voit 4,9%, 8% ici, c'est pas terrible. Encore une fois, il faut l'ajuster par rapport au free cash flow. Et si on ajuste ça avec le free cash flow, on va prendre le ROCE basé par rapport au free cash flow. Ok, donc on calcule avec le free cash flow au lieu de calculer avec les bits ou les bénéfices nets. Dès qu'on prend ça, c'est beaucoup mieux. Ok, on est à plus de 24% quand on base ça sur le free cash flow et on a une très belle courbe. Alors c'est en baisse, on va le voir ça dans l'analyse du business, pourquoi c'est en baisse et est-ce que c'est affolant ou pas que ce soit en baisse, mais on est largement supérieur à 15% et c'est grâce à ce ROCE, Free Cash Flow Based historique, que l'entreprise a pu performer autant. Quand on regarde les autres métriques, alors on a vu l'évolution du Free Cash Flow, on peut regarder rapidement l'évolution de l'equity dans l'entreprise. Le total equity, idem, il performe super bien. Il a une augmentation de 24% par an. Donc ça, c'est encore une fois excellent. On n'a pas beaucoup de contre-indications sur cette entreprise dès qu'on ajuste sur le free cash flow. Il n'y a pas de stock-based compensation, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de compensation salariale pour l'entreprise et très peu de CAPEX parce qu'ils font des acquisitions. Donc, c'est des logiciels qu'ils acquièrent. Donc, il n'y a pas besoin de trop développer les choses dans les logiciels. Il n'y a pas besoin de trop gros d'investissement dans ces logiciels une fois qu'il y a les acquisitions qui sont faites. La principale chose qu'ils font en général, c'est qu'ils changent le CFO dans chacune de leurs acquisitions. Ils vont changer le CFO parce qu'ils estiment qu'il n'est pas suffisamment compétent et ils en veulent un qui soit bien ancré dans l'ADN de Constellation. Donc, aucun red flag sur les chiffres. Un dividende de temps en temps qui est très faible, ok, payout ratio inférieur à 20%. Il n'est pas stable, ok, on peut voir que il était en croissance de 2023, ça remonte, 2024, il continue de monter, 2025, il continue de monter un petit peu, mais il n'est pas ultra fiable. Et d'ailleurs, le management le souligne régulièrement dans leur discours, c'est qu'ils ne sont pas une entreprise de dividendes, ils veulent investir le cash de la meilleure manière possible. Donc, s'ils n'ont pas d'acquisition particulière, ils n'ont pas besoin de cash pour ces acquisitions, ils vont potentiellement verser un dividende. En revanche, s'ils trouvent des acquisitions intéressantes à faire, ils vont largement mettre la priorité sur ces acquisitions à d'excellents prix. Donc là, en termes de chiffres, on est sur une boîte qui est vraiment, qui colle toutes les cases, qui est vraiment excellente là-dessus. Si on se concentre maintenant sur le business, qu'est-ce que cette entreprise fait? Comment est-ce qu'elle gagne de l'argent? Donc, Constellation Software, c'est une entreprise qui achète, gère et développe des logiciels spécialisés qu'on appelle logiciels de marché vertical. Contrairement aux logiciels plutôt horizontaux utilisés par tous les secteurs, les VMS, donc Vertical Market Software, sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques d'une seule industrie. Donc, c'est des logiciels qui sont pré-nichés. C'est des entreprises qui vont acquérir, qui vont être pré-nichées. Okay, donc, ce n'est pas des entreprises où tout le monde peut venir les concurrencer. Et en général, quand ils ont un client, c'est un client qui va rester longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. La raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est que, étant donné qu'ils s'adressent à des niches qui sont généralement assez petites, il n'y a pas d'intérêt pour un nouveau concurrent de venir parce que il n'y aura pas trop de valeur à capturer, pas suffisamment pour que ce soit rentable ou que ce soit intéressant de prendre le temps d'y aller. Donc l'entreprise fonctionne de manière très décentralisée. Chaque société rachetée reste indépendante et gérée localement. Les dirigeants sont récompensés en fonction de la rentabilité du capital investi et la croissance du chiffre d'affaires. Donc là, ils fonctionnent vraiment avec ce modèle décentralisé, c'est-à-dire qu'ils vont faire une acquisition et ils vont laisser l'entreprise être gérée. En général, ils vont quand même modifier souvent le CFO, certains membres potentiellement de l'équipe pour intégrer des membres de Constellation pour bien superviser ça, mais ils vont les laisser agir de façon indépendante pour qu'ils gardent leur entité, pour qu'ils gardent la culture d'entreprise originelle qui leur a donné envie de les racheter. L'argent généré par ces entreprises qu'ils acquièrent, qui sont des entreprises à fort cash flow, eh bien, va être ensuite utilisé pour financer de nouvelles acquisitions et c'est un cercle vertueux qui continue comme ça. En 2025, Constellation regroupe plus de 1000 sociétés et 64 000 employés, donc c'est quand même un bon paquet de choses. Donc, on va faire une petite analyse SWOT. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces? Les forces principales qu'il y a pour Constellation Software, c'est un coût de changement élevé pour les clients et surtout un coût de changement qui est durable. Les logiciels verticaux sont essentiels dans les entreprises et représentent un coût très faible. Ils n'ont aucun intérêt à changer car ça va prendre du temps, ça va demander des compétences et ça va potentiellement amener des erreurs ou à internaliser ça parce que ça reviendrait potentiellement plus cher, même avec l'IA. Et ça, c'est une force énorme parce que dans ce secteur, particulièrement les VMS,
quand tu vas avoir un logiciel de compta, un logiciel de gestion de stock, un logiciel dédié à une tâche précise qui est uniquement valable pour des clubs de golf, par exemple, eh bien, ou des clubs de golf, des magasins de sport, ou vraiment un truc ultra précis, de changer ça, ça servira à rien. Ok, ça servira à rien. C'est potentiellement tous tes process en place dans l'entreprise qui se feront avoir. D'autant plus que c'est des entreprises où potentiellement les mouvements se font lentement, qui ne sont pas forcément à jour sur tout ça. Et au-delà de ça, l'internaliser, ce serait potentiellement trop de risques parce que peut-être que les dirigeants ne comprennent pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ça, pareil, c'est des risques de perte de données, des risques de fuite de données, des risques de perte de temps également. On peut dire que oui, mais l'IA pourrait venir remplacer tout ça. Encore faut-il qu'ils aient quelqu'un qui sache utiliser l'IA et qui sache la mettre en place. D'autant plus que les coûts des logiciels verticaux pour une entreprise, en général, ça représente moins de 1 à 3% du chiffre d'affaires de cette entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va regarder si on veut optimiser les finances de l'entreprise. Si on est en train de se dire, attends, l'entreprise, là, elle a des problèmes d'argent, c'est pas là qu'il va regarder pour optimiser ça. Ils vont aller regarder dans les plus grosses dépenses, pas dans les dépenses du 1 à 3%, parce que c'est pas là où on va optimiser une société pour devenir rentable ou pour augmenter la rentabilité s'il y en a. Donc, ça fait que c'est très sticky et que ça reste comme logiciel. Ils ont également une diversification qui est assez élevée, plus de 1000 acquisitions réalisées, ils sont un peu partout dans le monde. Cette diversification protège des cycles économiques. On peut voir qu'entre 2006 et 2011, le free cash flow a augmenté de 36,7% par an en moyenne. Okay, donc, on va aller se mettre ça là pour voir ça. On se met sur le free cash flow ici. On regarde la période de 2006 à 2011, 2013. Alors, j'en ai le LTM. On peut voir ici que de 2006 à 2014, 36%, 2006 à 2012, 32%, 2006 à 2011, 36%, 2006 à 2008, 52%. On peut prendre 2008-2009 sur juste l'année, plus 40%. Ça a été quand même assez énorme, ils ont quasiment doublé. On peut prendre 2008 à 2010, plus 31% par an. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que même quand l'économie va mal, leur business model continue de se développer parce qu'ils font ces acquisitions, parce qu'ils évoluent là-dessus. On peut regarder maintenant plus sur le chiffre d'affaires, comment ça a évolué pendant ces périodes. Pendant ces périodes, c'est pareil, le chiffre d'affaires a augmenté de 38%. De 2006 à 2011, le chiffre d'affaires a augmenté de 29% par an. Donc, un business model qui est résilient et la diversification qu'ils ont leur permet d'être vraiment partout et surtout d'être bien géré. Ensuite, on va avoir la base des revenus qui est récurrente et prévisible. Okay, ce sont les logiciels, donc c'est les abonnements au mois, à l'année ou les abonnements sur plusieurs années. Donc ça reste et c'est très prévisible et récurrent. Les mergers and acquisitions sont décentralisés. Ce business model permet à chacune des acquisitions d'opérer à sa façon. Cela ne nuit donc pas à l'identité de l'entreprise qui vient d'être acquérir. Le ROIC est particulièrement élevé et surtout supérieur aux concurrents qui sont plutôt entre 8 et 15%. Si on compare au paysage concurrentiel de l'entreprise, Constellation est entre 25 et 35% de ROIC quand on l'a juste en free cash flow. Les autres seront plus entre 8 et 15%. Okay, donc on est largement supérieur et ça c'est leur avantage qu'ils ont vraiment avec leur segment M&A, c'est qu'ils sont capables de faire des acquisitions à d'excellents prix et de générer d'excellents retours pour les actionnaires grâce à ces acquisitions. Et historique d'acquisition qui est d'ailleurs très élevé, ce qui donne un avantage considérable quand ils entrent en contact avec une boîte. Quand la boîte de logiciels verticaux apprend que Constellation Software veut les acquérir, ça facilite les négociations parce qu'ils savent que Constellation Software est décentralisé, ils savent qu'ils ne vont pas les embêter, que ça va être surtout une transaction financière. Et donc, en général, ils sont contents de travailler ensemble. Pour bien comprendre ça, la première acquisition réalisée par Constellation Software et Marc Leonard, je crois que c'était en 95 ou 96, il y a l'entreprise qu'ils ont acquis, celui qui avait créer cette entreprise, c'est aujourd'hui le PDG de Constellation Software. Donc, il y a vraiment toute cette incentive de rester dans l'entreprise et cette forte culture que quand on est approché par Constellation Software, ça aboutit à un deal, ça aboutit à quelque chose d'intéressant et tout le monde est globalement assez content du deal qui en ressort. Alors maintenant, il y a des faiblesses. Ok, c'est bien beau de parler de tout ça, mais il y a forcément des faiblesses comme dans tous les business. Les principaux
points de faiblesse pour cette entreprise. Le premier, ça va être la loi des grands nombres. Plus l'entreprise grossit, plus il sera difficile de déployer du capital avec un ROIC élevé. Il est donc forcé à baisser au fil des années. C'est pour ça qu'on peut voir que depuis quelques années, on a un ROIC qui est en baisse. C'est à cause de la loi des grands nombres, parce que forcément, quand ton entreprise vaut 10 millions, faire une acquisition à 5 millions, ça augmente drastiquement. Par contre, quand ton entreprise génère 2 milliards par an, eh bien, que tu vas faire une acquisition à 50 millions, ça ne va pas avoir le même impact sur ta rentabilité future et sur l'augmentation des revenus et des bénéfices que tu pourras avoir. Donc ça, forcément, ça joue, et plus on est gros, plus on a ces difficultés. On peut voir avec Warren Buffett aujourd'hui, avec Berkshire Hathaway, qui a tellement de cash qu'il ne sait pas quoi en faire. Tout le monde pense qu'il a 300 milliards en cash parce qu'il sent qu'il y a un crack qui va arriver et puis il a peur, mais la réalité, c'est qu'il n'a pas trop d'endroits où mettre ce cash, parce que c'est très difficile d'allouer du cash, parce que s'il alloue, on va dire 10 milliards, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'entreprises chez qui ça ne va pas trop bouger. Et il estime potentiellement que les entreprises chez qui il pourra allouer 10, 20, 30, 50, 100 milliards, il y en a tellement peu et qu'aujourd'hui, elles ne sont pas des prix intéressants. Donc, on a un problème plus ou moins identique qui peut arriver à Constellation Software et qu'il faut noter. Deuxième point de faiblesse, c'est la croissance organique qui est faible, environ 5%, 3% si on enlève les frais tout ce qui est lié aux devises, la volatilité de devises. Ça signifie que s'il arrête de faire des acquisitions, l'entreprise fera probablement du surplace. Et ça, c'est assez problématique parce que, alors oui, c'est un business d'acquisition, c'est clairement le business model, mais ce serait bien de pouvoir avoir quand même de la croissance qui ne vient pas que des acquisitions, mais qui vient également de la capacité à faire grossir les entreprises qu'ils vont acquérir et qu'on vient leur permettre de grossir, que ce soit en augmentant les prix, en gagnant quelques parts de marché, etc. On a également la technologie qui devient potentiellement vieillissante dans certaines entreprises qui sont acquises. La taille de CSU fait qu'il est difficile d'intervenir parce qu'il y a plus de 1000 entreprises en tout. Donc, très compliqué d'aller les voir l'une après l'autre pour optimiser, pour mettre à jour tous les aspects technologiques et pour avancer là-dessus. Le modèle décentralisé, ça peut devenir une faiblesse s'il laisse trop de liberté aux entreprises acquises et qu'elles ne sont plus capables de s'adapter aux évolutions de marché. Ça rejoint ce qu'on vient de voir avant. Et la qualité du business dépend énormément des compétences de l'équipe de direction. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, Marc Léonard était très très bon. C'était entre guillemets un génie dans son domaine. Là, aujourd'hui, il a quitté le poste de PDG. Et le nouveau, alors même s'il est là depuis le début de l'entreprise, on ne sait pas s'il va être aussi bon que Marc Léonard ou ne serait-ce que aussi bon à 80%. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pas trop d'inquiétude, mais c'est quand même quelque chose d'important à noter. Concernant les opportunités, alors le marché des softwares verticaux est immense, il y a beaucoup de place pour de nouvelles acquisitions, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent être acquises. Alors, il y a toujours ce problème de la taille, bien évidemment, mais il y a de quoi faire. Donc, on peut trouver des solutions là-dessus. L'IA peut permettre à Constellation Software d'ajouter des services complémentaires au MMS qu'elle possède déjà, pour augmenter la valeur par client et la croissance organique. C'est-à-dire ils peuvent ajouter des suppléments IA dans leur préparation, dans leurs entreprises, et facturer 10, 15, 20% plus cher, ce qui permettrait de booster les revenus organiques, la croissance organique. Ou alors, ils peuvent même utiliser, grâce à l'IA, on peut avoir de plus en plus de VMS qui sont créés, donc de nouvelles acquisitions potentielles pour Constellation Software. Les autres opportunités, ça c'est surtout pour créer de la valeur pour les actionnaires, ça va être tout ce qui est spin-off, spin-out de certains groupes qu'ils possèdent pour, entre guillemets, déjouer la loi des grands nombres. C'est ce qu'ils ont fait un petit peu avec Topicus, je crois qu'ils ont un autre, je ne me souviens plus du nom, où ils ont fait la même chose. Et donc c'est toujours, entre guillemets, un peu opéré par Constellation Software, dans la même mentalité et tout ça, sauf que ça sort de l'entreprise directement, enfin indirectement. Donc là, ça peut créer de la valeur aussi pour les actionnaires. On a également des expansions potentielles dans des nouvelles zones géographiques qui sont encore un peu inexploitées. Les menaces, la principale menace, ça vient de la concurrence dans le private equity qui devient de plus en plus forte, ce qui fait monter les multiples de valorisation. Surtout quand on a, par exemple, des taux d'intérêt qui sont faibles, eh bien, les entreprises vont pouvoir, les fonds de private equity vont pouvoir s'endetter et lever du capital à des prix très faibles pour finalement acquérir peut-être des choses pas trop rentables ou accepter de payer trop cher parce que vu qu'ils ont du capital pour presque rien, ils sont OK d'avoir moins de rentabilité. Si par exemple ça te coûte 1%
d'acheter, tu t'empruntes à 1% et que le business que tu vas acheter génère 3%, bah, tu as ce plus 2% d'excédent et c'est potentiellement du profit que tu vas chercher. Donc, pour toutes les entreprises qui ne sont pas à cette recherche forte de ROIC, etc., eux, ils peuvent venir concurrencer Constellation Software. Ensuite, on a l'IA qui pourrait rendre obsolètes certains VMS qu'elle possède, donc il faudra s'adapter là-dessus. Les risques d'intégration, si la discipline se relâche sur les grosses transactions. On a également une hausse des taux d'intérêt qui pourrait augmenter les coûts sur les coûts des capitaux. Et la succession de Marc Lewinard qui rate parce qu'il est particulièrement difficile d'égaler son génie dans le domaine. Donc, ça, c'est possible que ça arrive, que sa succession soit un fiasco total. Ici, on a un rapport qui a été rédigé. Alors, je ne sais plus si c'est Memo ou si c'est Banque du Canada, un truc comme ça. Mais en gros, eux, dans leur analyse sur Constellation Software, eux, ils estiment que l'IA va plutôt être bénéfique à Constellation plutôt qu'une source de disruption. Et ils le voient comme une opportunité pour augmenter les revenus organiques by accelerating the creation of new upsell modules or enable new AI-powered capability within its software. Donc, en gros, grâce à ça, ils vont pouvoir ajouter des nouveaux segments de revenus ou améliorer la productivité dans les segments qu'ils ont, ce qui leur permettra de facturer potentiellement plus cher ou d'avoir des services supplémentaires, des upsells, des services complémentaires pour augmenter la lifetime value des clients. OK. Ici, ils pensent aussi que il ne va pas être trop disrupté parce que les logiciels de Constellation Software sont très niches, et donc le fait qu'ils soient dans des niches très particulières, ça rend beaucoup moins attractif les nouveaux entrants dans cette niche, ça rend beaucoup moins attractif la concurrence, et donc c'est pour ça que ça les protège quand même assez bien. Ensuite, ils ont l'expertise du domaine qui est un mode qui est quand même très, très, très fort. Donc là, pour le coup, CNB Invest Reasonable in R&D. Donc, ils investissent quand même en R&D pour améliorer tous les logiciels, pour améliorer les intégrations. Donc, il y a quand même du travail qui est fait du côté de Constellation Software pour toutes ces améliorations. On va passer maintenant à quelques questions essentielles à se poser avant d'investir dans une entreprise et surtout pour bien la comprendre. C'est est-ce que les produits sont essentiels ou facultatifs? Que les produits sont essentiels, c'est des logiciels verticaux dont les entreprises ont besoin, ne peuvent pas vraiment s'en séparer et elles ont vraiment besoin de ça pour tourner. Donc là, pour le coup, c'est les logiciels essentiels. Quels avantages compétitifs possède l'entreprise? Alors, les principaux que j'ai relevés, dites-moi en commentaire si vous en voyez d'autres ou s'il y en a certains où vous n'êtes pas d'accord. Le premier, c'est le coût de changement élevé. C'est très compliqué de se séparer de ces logiciels verticaux quand on est des entreprises. Donc là, pour le coup, ça, c'est un gros moat. Second très gros moat, c'est leur expertise en merger and acquisition qui est inégalée. Il n'y a personne qui est capable d'acquérir comme le fait Constellation Software. Ils ont une formule, ils ont une façon d'agir qui est exceptionnelle. Et donc ça, c'est un moat qui a beaucoup de valeur. Ils ont une réputation qui est impeccable et du pricing power. Étant donné que les logiciels sont essentiels, ils peuvent régulièrement augmenter les prix dans la mesure du raisonnable, bien évidemment. Alors, quel est le potentiel de croissance à long terme? En règle générale, il est quand même très bon. Le marché est en pleine expansion et il y en a de plus en plus. Est-ce que l'entreprise risque de se faire disrupter? Alors, la menace de l'IA est sérieuse, mais ils sont tellement diversifiés qu'ils devraient être capables de s'adapter et ils y travaillent déjà. Ok, aujourd'hui, le gros risque de Constellation, c'est pas forcément de se faire disrupter, c'est plus de pas être capable de générer suffisamment de croissance et de s'adapter suffisamment vite à toute l'ère de l'IA qui semble arriver. Donc ça, potentiellement, c'est là où ça pourrait bloquer pour l'entreprise. Est-ce que le management est skin in the game? Oui, tous les plans de rémunération sont basés sur la performance, notamment sur le ROIC. Donc, pas de performance égale pas de revenus. Les dirigeants sont également obligés d'investir une partie de leur bonus directement dans l'entreprise, ce qui montre la culture d'entreprise Constellation Software. Également, l'alignement des intérêts avec les investisseurs, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, ils ne font pas de rachat d'actions directement au sein de l'entreprise. Par contre, les dirigeants, les membres de l'équipe de direction, quand ils ont des bonus, ils sont obligés de racheter des actions. Je crois que ça monte jusqu'à 60% du bonus qui doit être fait sous forme entre guillemets, de rachat d'actions par eux. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que l'entreprise partage ses profits avec les actionnaires? Pas vraiment, parce qu'au sens pur du terme, les dividendes sont irréguliers, ils sont faibles et c'est vraiment pas la priorité de l'entreprise, elle s'en cache pas. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions de la part de l'entreprise, même s'il y en a de la part des membres de l'équipe de direction et de ceux qui reçoivent des bonus. En revanche, les investissements faits pour la croissance augmentent significativement le free cash flow attributed to shareholder, donc FCFA2S, ça signifie free cash flow attribuable to
2 pour tout, et S shareholder, donc pour les actionnaires. Ce qui augmente la valeur pour les actionnaires, le tout sans dilution, ce qui est globalement assez rare dans le secteur. Ce qu'il faut surveiller, ce que je pense est très important à surveiller, qui sont les points, je pense, les plus, pas envie de dire dangereux, mais les points critiques avant de prendre une décision d'investissement dans cette boîte, c'est le peu de croissance organique. Pour moi, c'est assez inquiétant, bien que ce ne soit pas la priorité du modèle de Constellation Software. Trop de grosses acquisitions, comme Altera, par exemple, qui aujourd'hui représente 6% du free cash flow pour les actionnaires, sont en perte de vitesse claire. Il ne faudrait pas que cette tendance se généralise. Alors, au-delà d'être en perte de vitesse, c'est quasiment en décroissance. Là, on a 3 grosses entités qu'il y a dans Constellation Software. On a Topicus, Lumine et Altera. Donc, la part des revenus de Topicus, c'est 14% de Constellation Software. Lumine, c'est 6,5% et Altera, 6,4%. Donc, la croissance organique ajustée, mais on a Topicus 4%, donc c'est léger. Lumine 0%, c'est stable, ça ne rapporte pas plus en organique. Et Altera qui est en moins de 7% en organique. Et donc ça, c'est problématique. Et je ne sais pas si c'est bon pour le long terme. C'est-à-dire, tant qu'ils sont capables de faire des nouvelles acquisitions, c'est bon. Maintenant, ce serait bien qu'ils n'attendent pas de ne plus pouvoir faire de nouvelles acquisitions pour essayer d'optimiser ça et aller chercher de la performance avec ça. Alors, bien que maintenant, les autres points, bien que depuis le début, le nouveau PDG, Mark Miller, sera-t-il capable d'assurer la suite pour Constellation Software? Donc, pour rappel, Mark Miller, c'était le fondateur de la première entreprise acquise par Constellation Software et Mark Leonard. Donc, il a monté les échelons ensuite dans Constellation Software. Il était, je crois, COO avant. Et donc là, maintenant, il passe PDG. C'est Mark Leonard lui-même qui l'a choisi pour prendre la succession. Pareil, Mark Leonard est sorti pour des problèmes de santé, mais ça m'étonnerait qu'il soit 100% sorti. C'est-à-dire qu'il possède toujours, je crois, 6 ou 7% de l'entreprise, mais il est sorti du point de vue opérationnel, mais je pense qu'il va toujours agir en tant que consultant pour donner des conseils, pour les aider à bien continuer. Également, la stratégie des spin-off, spin-out sera-t-elle suffisante pour maintenir un ROIC élevé? Donc, pour essayer de déjouer un petit peu la loi des grands nombres, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ça permettra de se maintenir au-dessus des 15-20%? Ça, seul l'avenir nous le dira. Et ensuite, 4e point, c'est qu'ils commencent à faire une transition vers des acquisitions partielles de boîtes cotées, comme par exemple Asseco, qui est coté à la bourse de Varsovie. Donc, quelle performance pourront-ils en tirer? Et ça, c'est un petit peu nouveau dans leur façon de procéder. Généralement, ils allaient acquérir des boîtes qui n'étaient pas cotées, et ils allaient acquérir 100% de ces boîtes pour les laisser ensuite opérer. Là, ils font des acquisitions partielles. Je crois qu'ils ont acquis à peu près 14 à 20% de Asseco. Okay, donc, ils sont entre capital entre 14 et 20%. Où est-ce que ça m'a mené? Qu'est-ce que ça m'a donné? C'est un petit peu nouveau pour eux. À voir si ça va être une bonne stratégie pour déjouer cette loi des grands nombres, ou si alors ça va plus être une perte de cash qu'autre chose. On va passer maintenant à la partie valorisation. Okay, quelle est la valorisation juste pour Constellation Software? On va voir les différentes thèses qu'on peut y appliquer. Aujourd'hui, si on veut faire du 13% par an, le marché estime qu'il faut que l'entreprise grossisse de plus ou moins 14,5% par an en free cash flow et que derrière, elle soit un price sur free cash flow de 25. Ce qui, honnêtement, me semble quand même très possible. Hein. On peut voir, pour rappel, l'historique du free cash flow de l'entreprise. C'est une entreprise qui a grossi très, très, très bien son free cash flow. Jusqu'à présent, on va se mettre même avec le NTM. On est sur une boîte qui grossit de 29% par an. Donc, 29% par an, ça m'étonnerait qu'on y soit et qu'ils arrivent à garder ça. Mais les 14, presque même les 20%, ça me semble réalisable. Et d'ailleurs, les estimations des analystes concernant la croissance, ils sont à 30% sur le chiffre d'affaires et à peu près 57% sur les bénéfices par action. Et on peut voir que historiquement, alors à part sur les 5 dernières années, mais historiquement, le free cash flow grossit légèrement plus rapidement que le chiffre d'affaires. Donc, il y a potentiellement quelque chose à aller chercher ici, parce que pour faire 13% par an, il faudrait seulement 14% de croissance. Pour faire 10% par an de performance, il faudrait 11,5% de croissance, ce qui me semble largement faisable avec un PER de 25. Okay, maintenant, si on veut être encore plus conservateur, mettre un PER de 20, pour faire du 10% par an, il faudrait une croissance à quoi? Il faudrait une croissance à 16% par an, à peu près. 16,5, voilà.
Et pour aller chercher du 13% de performance, il nous faudrait donc 19,5 à peu près, ce qui, encore une fois, est possible. 19,5, historiquement, c'est ce qu'ils ont fait, c'est possible, avec un price sur free cash flow de 20. Pour rappel, lors du dernier trimestre, ils ont augmenté leur free cash flow attributed to shareholder de 46%. Sur l'année en cours, enfin sur le glissement annuel par rapport à l'année d'avant. Donc le 20% par an, le 19% par an est faisable. Moi, ma thèse de base ici, c'est un price sur free cash flow autour de 25 et derrière une croissance du free cash flow autour de 15% par an. Ok, c'est plus ou moins ça, entre 15 et 17%. Je serai à 17-18% en étant plutôt optimiste et entre 14 et 15 pour être un peu plus pessimiste, disons, c'est ma thèse plutôt pessimiste pour l'entreprise. Donc payer 25 fois les bénéfices pour 15% de croissance, ça me semble être relativement correct pour l'entreprise. Donc à l'heure actuelle, au moment où cette vidéo est enregistrée, donc regardez bien le prix, à l'heure actuelle, l'action est cotée à 3 460 $. Et à l'heure actuelle, j'estime que oui, Constellation Software peut représenter une bonne opportunité. Bien évidemment, si vous aimez le business model, bien évidemment, si vous trouvez cette entreprise intéressante et que vous croyez en son développement, que vous pensez qu'elle ne va pas être disruptée par l'IA, que vous pensez également qu'elle ne sera pas bloquée pour continuer de grossir grâce à ses acquisitions et surtout qu'elle sera toujours capable de faire des acquisitions à des prix intéressants pour les actionnaires. Ok ? Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin et apprendre à utiliser le même système que moi pour analyser les actions, donc ce que j'appelle le triptyque boursier, vous avez à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir mon club. C'est un club dans lequel je partage également tout mon portefeuille, donc vous pourrez suivre mes transactions, découvrir comment est-ce que je surperforme les indices grâce à ma méthodologie et l'analyse. Donc le lien se trouve dans la description. Également, envoyez-moi par email constellationsoftware@guillaume@financeoptimale.com pour recevoir toute cette, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce rapport, cette mind map d'analyse que vous voyez sous vos yeux. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette entreprise. Est-ce que vous l'avez en portefeuille? Est-ce que vous l'avez en watchlist? Qu'est-ce que vous pensez faire? On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!